Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC, questions électorales en 2023, notamment la visite également du pape dans notre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Je reçois un acteur majeur de la scène politique et même sociale de notre pays, Jean-Claude Katende, président de l'Azado, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, une personne qu'on ne présente plus. Il a vraiment milité pendant longtemps dans la société civile. Président, bonne année d'abord. Merci. Bienvenue chez nous. Merci encore. Comment allez-vous? Je me porte très bien, comme vous pouvez bien le voir. Président, on va directement aller droit au but, au fait. Comment avez-vous trouvé l'adhésion de la RDC d'abord à l'EAC, cette structure de l'Est de l'Afrique? D'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier. C'est la première émission que je passe à Congo Buzz après que votre ancien patron, ou il est encore, je ne sais pas, Monsieur Christian Bossembe, ait été nommé à la tête de la CESAC, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, et donc ça me fait plaisir de venir et de trouver que les jeunes que vous êtes, vous prenez la relève. Donc ça me fait beaucoup de gens. Maintenant, pour entrer à la question principale que vous avez posée, vous savez que l'adhésion d'un pays à une communauté, comme la communauté de l'Afrique de l'Est, comme bien d'autres, ça doit être une question de stratégie. C'est-à-dire que c'est une question qui doit être imposée, non pas par le fait que tout le monde y va, mais par le fait qu'en retour, le pays, et ici la République démocratique du Congo, profiterait de cette adhésion. À l'époque où ce débat était mis sur la table à l'Assemblée nationale, notre point de vue était clair, que ce n'était pas important que notre pays, dans les conditions actuelles, puisse adhérer à l'EAC. Pour la simple raison que notre pays risquait de constituer un marché important pour les pays voisins qui produisent, alors qu'en République démocratique du Congo, nous ne produisons presque pas, à part le secteur minier, qui est le secteur sur lequel les exportations se concentrent, mais dans les autres produits, je ne vois pas quelle est la contribution, la production de la République démocratique du Congo. Par contre, vous avez les pays comme le Kenya, comme le Rwanda, comme le Burundi, comme la Tanzanie, comme l'Ouganda, qui ont des productions nationales et ils ont un marché qui est ouvert. Et vous avez tous les tarifs douaniers qui ne doivent pas être payés parce que c'est la circulation des biens et des personnes sans aucune condition douanière. Et donc, économiquement, la République démocratique du Congo ne tire aucun profit. Et vous allez vous rappeler qu'à l'époque, beaucoup de ministres, beaucoup de députés étaient pour cette option, qui ne profite pas au Congo. Quand vous allez au Rwanda, à Goma, vous allez à Bukavu, vous allez voir que ces marchés-là sont inondés par des produits qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burundi, qui viennent de l'Ouganda. Et en contrepartie, qu'est-ce que le Congo exporte? Presque rien. Maintenant, sur le plan politique. Et donc, du point de vue de l'intégration économique, nous sommes perdants. Totalement. Par contre, nous servons des marchés pour les autres. Qui ont des produits à mettre en jeu. Vous avez vu qu'à un moment donné, même ici à Kinshasa, le marché de Kinshasa était inondé par des produits angolais. De l'ouf notamment. Vous voyez? Donc, économiquement,
je ne vois pas à quel niveau la République démocratique du Congo profite. Selon la charte, on arrivera même à une confédération d'États et plus tard même à une monnaie, une unité monétaire. Mais dans quel intérêt pour le Congo? Maintenant, si nous allons sur le plan politique, vous allez voir que, avec ce qui vient de se passer, l'EEC se révèle comme étant une communauté totalement contrôlée par le Rwanda. Expliquez-vous. Non, mais il faut voir l'influence de chaque pays. Et dans la sous-région, le président Kagame semble avoir de l'influence sur les autres chefs d'État dans la sous-région. Et la preuve est que quand on a envoyé les troupes de l'EAC ici, malgré l'insistance de la République démocratique du Congo, qu'on ne mette pas en leur sein des éléments rwandais, il y avait des militaires rwandais. Et là, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement qui est resté ferme et qui a fait expulser ces militaires rwandais qui étaient dans les troupes de l'EAC. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? Et donc, la question de l'appartenance à l'EAC est une question qui dénote une erreur de la diplomatie congolaise. Je l'avais toujours dit, et je le répète encore, qu'à l'époque, l'approche du président Tshisekedi par rapport à l'Est du pays, c'était une approche qui n'était pas conforme aux réalités de la sous-région. Heureusement que... Même si tout le monde pense que la guerre se résout par des négociations, par des moyens politiques, par la diplomatie. C'est vrai que la guerre peut se résoudre par la diplomatie, mais dans la diplomatie, chaque partie défend un certain nombre d'intérêts. Et c'est la partie qui est en force qui impose sa loi à l'autre partie. Donc, quand on dit que la guerre se résout par la diplomatie, mais la diplomatie va tenir compte de rapports de force sur terrain. La diplomatie ne va pas ignorer que le M23 a quelques localités sur lesquelles il exerce son pouvoir. Que pensez-vous de cette intervention, cette sortie médiatique de l'ancien Premier ministre rwandais qui dit, Faustin Twagira, qui recommande à l'RDC d'exiger le retrait des forces de l'EAC parce que ces derniers constituent un soutien de plus à l'armée rwandaise au M23? Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est comme s'il m'a volé les mots. Pour la simple raison que ces forces ne sont pas des forces neutres. Et le fait que depuis qu'elles sont là, elles ne soient pas passées à l'exécution du mandat pour lesquels elles sont là, notamment de désarmer les M23 et récupérer les terrains gérés actuellement par les M23. Ça veut dire en d'autres termes que... Mais en réalité, qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement congolais? Non, mais moi je suis de près la situation de l'Est. Ma suggestion est que à ce jour, il faut absolument qu'on puisse suspendre notre adhésion à l'EAC. Parce que, n'oubliez... Ça va résoudre quel problème? Non, les problèmes que ça va résoudre, c'est que vous avez une armée étrangère ou des troupes étrangères sur votre pays et vous savez que ces troupes ont plus les penchants vers le Rwanda que vers votre propre pays. Et que si les territoires occupés par les M23 sont récupérés, il ne faut pas qu'on les laisse sous la gestion de l'EAC. Parce qu'en ce moment-là, c'est renforcer la balkanisation. En ce moment-là, c'est permettre même aux populations rwandaises d'entrer facilement et de s'installer en République démocratique du Congo. Décidé par les chefs d'état-major? Non, cela n'a pas été encore décidé. Il y a une feuille de route qui a été proposée, je crois hier,
par l'EAC. Oui. Oui, mais il a fallu suivre notre ministre des Affaires étrangères, qui a été ferme et clair. Ça a été déjà signé par le chef d'état-major congolais, Christian Chiwewe. Oui, mais le problème, c'est que la feuille de route va être examinée. Accepter les cessez-le-feu, ça veut dire en d'autres termes, c'est laisser l'espace, n'est-ce pas, au M23 pour renforcer son influence. Prendre ces territoires, ces localités, le donner à l'EAC, sans la présence des FARDC, c'est en même temps permettre que ces territoires soient gérés sans la participation du pays hôte, qui est la République démocratique du Congo. Pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas accepter que une partie de notre pays soit gérée par les forces étrangères sans la présence des autorités de la République démocratique du Congo, qu'elles soient civiles ou militaires. C'est en quelque sorte abandonner une partie de la souveraineté du Congo aux puissances étrangères. Ça, j'ai personnellement aimé la position du ministre des Affaires étrangères qui a dit que le gouvernement, notamment que le gouvernement va réexaminer cette question de la feuille de route. Et que répondez-vous justement au ministre des Affaires étrangères qui remet en cause le dernier rapport de Bujumbura, lu en présence du président Tshisekedi, où il dit que le gouvernement congolais s'attaque au secrétariat général de l'EAC. C'est le deuxième coup qu'on nous a fait. Mais pour une rare fois, je suis tout à fait d'accord avec notre ministre des Affaires étrangères. Et je suis bien content de voir le ton qu'il utilise. Non seulement les tons, les mots qui montrent une certaine fermeté. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que nous risquons d'être dupés par la communauté de pays de l'Afrique de l'Est. Parce qu'en fait, tout ce que cette communauté est en train de faire, c'est en fait mettre la République démocratique du Congo en tant que pays sur le même pied d'égalité qu'un mouvement terroriste. Donc on veut traiter les M23 comme le gouvernement du Congo. Alors que ce mouvement occupe une partie de la République démocratique du Congo. Avez-vous déjà entendu une seule fois les responsables de la communauté de l'Afrique de l'Est condamner le Rwanda de manière ferme? Non. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Alors que c'est connu de tout le monde que le Rwanda est en République démocratique du Congo et que cette présence, sans être invitée par notre gouvernement, viole la Charte des Nations Unies et viole les principes, n'est-ce pas, de l'intangibilité des frontières reconnues par l'OIA. Certains analystes pensent que la RDC ne respecte pas non plus ses engagements parce que signer la feuille de route de Nairobi, les mini-sommets de Luanda, les communiqués de Bujumbura, tous ces communiqués demandaient la cessation des hostilités, la reprise des discussions avec les groupes armés et le cantonnement des rebelles de 2023. Mais du côté congolais, certains analystes pensent que le gouvernement congolais a aussi du mal à appliquer ces accords. Je pense qu'on ne peut pas mettre le gouvernement de la République démocratique du Congo sur le même pied d'égalité que les M23. Apparemment, c'est ce que l'EAC a fait. Le gouvernement est en train de signer ses engagements. Oui, mais si le gouvernement n'est pas d'accord, c'est mieux de ne pas signer. Mais nous signons partout et on n'applique pas. Non, mais le problème, c'est que si nous nous rendons compte que les accords qui ont été signés sont des natures à préjudicier la souveraineté de la République démocratique du Congo, à mettre les M23 sur les mêmes pieds d'égalité que le gouvernement d'un pays, je pense que notre gouvernement a le droit de revenir sur ces accords. Et surtout si on constate que ces accords sont des natures à favoriser les M23, comme on est en train de le voir. Et donc, le gouvernement, au-delà de ces accords, a la charge d'assurer la sécurité du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que dans les territoires qui sont occupés par les M23, les citoyens congolais sont tués? Tuer, c'est encore un verbe adouci, mais sont massacrés
par les personnes qui pensent être les libérateurs du Congo. Et pensez-vous que devant ces atrocités, notre gouvernement va fermer les yeux au profit des accords dont la teneur montre effectivement que ce sont des accords qui sont en fait en défaveur de notre pays. Mais je crois que c'est aussi l'occasion d'interpeller ici nos gouvernants, en commençant par le président de la République lui-même. Oui. Ils ont le devoir, ils ont l'obligation de ne signer que les accords qui profitent à la République démocratique du Congo. Oui. C'est pour ça que je ne cesse de rappeler que certaines approches du président Tshisekedi de la question de l'Est sont des approches, pour moi, qui sont dangereuses pour notre pays. Mais heureusement que le gouvernement est en train de se ressaisir, parce que on ne peut pas continuer à garder les troupes de l'EAC dans notre pays au moment où les citoyens de l'Est comme de partout en République démocratique du Congo sont contre cette présence. Comment la collaboration va se faire? Parce qu'en fait, les personnes qui sont censées, les territoires qui sont censés être sécurisés sont des territoires où habitent les Congolais. En demandant à ce que nous puissions rompre les relations de l'EAC, nous sommes en train de demander, vous êtes en train de demander que le gouvernement ou l'armée congolaise puisse se battre, l'armée puisse se battre elle-même sur le territoire, sur le front. Mais l'unique schéma pour mettre fin à cette insécurité, c'est le schéma militaire. Je pense qu'il faut combiner plusieurs schémas. Des schémas diplomatiques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où même les puissances occidentales qui fermaient les yeux, ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, sont arrivés à les ouvrir et à voir effectivement que le M23 est un mouvement soutenu par le Rwanda, alimenté par le Rwanda, financé par le Rwanda, équipé par le Rwanda pour, n'est-ce pas, s'en prendre à la République démocratique du Congo. C'est déjà un bon niveau en termes de diplomatie. Maintenant, là où notre gouvernement, nos autorités devraient travailler davantage, il faut qu'on arrive par les institutions internationales à sanctionner le Rwanda, à prendre des sanctions contre le Rwanda. Nous n'en sommes pas encore là. Vous avez l'impression que le gouvernement congolais est en train de bien gérer cette crise? Quand vous voyez les chefs d'état-major qui se réunissent, vous voyez également les Rwandais qui sont là-bas, ils sont à la manœuvre dans tout ça. Est-ce qu'on pense réellement que nous allons trouver la paix pendant que nous associons ceux qui nous agressent dans toutes les tables? Non, les problèmes, c'est que vous avez des hommes du côté de la République démocratique du Congo, des hommes qui croient en l'homme, voyez-vous, dans l'humanité de l'homme, dans la conscience de dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais c'est pas la même logique que suivent les Rwandais. Les Rwandais, ils utilisent tous les moyens, même malhonnêtes, pour arriver à atteindre leurs objectifs. Notre gouvernement fait des efforts pour rester honnête, mais on est face à des gouvernements qui ne sont pas honnêtes. Voyez-vous? Ils utilisent les mensonges, ils déforment les informations pour mettre la République démocratique du Congo dans une situation difficile. Et de notre pays, de notre côté, vous avez des gens qui veulent se conduire comme des pasteurs. Or, les relations entre les États, c'est pas comme des relations entre fidèles et pasteurs. Ce sont des relations où seuls les intérêts comptent. Voyez-vous? Seuls les intérêts comptent. Ce sont en fait des intérêts qui n'ont pas besoin d'état d'âme. De dire j'ai pitié d'eux parce qu'ils n'ont rien, je vais leur donner. Non, c'est ce que le président Tshisekedi voulait faire. En fait, de faire des accords profitables au Rwanda pour attirer l'attention du Rwanda à pouvoir mettre fin à ses agressions contre le Congo. Mais ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Maintenant, une autre option, c'est l'option, bien sûr, militaire. Et aujourd'hui, à part les infiltrations, à part la traîtrise au sein de l'armée, notre armée se comporte mieux sur terrain. Se comporte mieux sur terrain.
Et je pense que de plus en plus, le gouvernement, les présidents de la République sont en train de travailler pour que cette armée devienne performante. N'oubliez pas. Est-ce possible que nous puissions récupérer nos localités grâce à nos forces armées? Il faut vous rappeler que le pasteur Ekofo avait dit ils peuvent occuper une partie du Congo pendant même 10 ans, mais ils finiront par la libérer. Exactement. Les M23 et les Rwandais doivent savoir que les territoires qu'ils occupent, ils finiront par les libérer. Rappelez-vous qu'à l'époque du président Mobutu, c'était les ex-phases qui assuraient la sécurité et au Rwanda et au Burundi et en République démocratique du Congo. Seulement, les Rwandais ont utilisé certaines stratégies comme les mixages, comme les brassages, pour pouvoir infiltrer la police et l'armée congolaise. Mais aussi, certaines erreurs commises par le président Kabila, notamment l'infiltration permise par le président Kabila, vous allez vous rappeler à l'époque du ministre Raymond Tshibanda, qui a signé des accords qui étaient compromettants pour la République démocratique du Congo. Et donc, le président Tshisekedi hérite cette situation-là. Et c'est pas une situation difficile. Beaucoup de personnes pensent que ce qui se passe à l'Est peut être réglé facilement. Non! Si pour nous, c'est une question de vie, mais pour les Rwandais, c'est une question de survie. Parce que les Rwandais tirent des dividendes importants de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et donc, le Rwanda ne peut rester stable économiquement et financièrement que s'il continue à voler en République démocratique du Congo. Donc, la paix au Congo, c'est l'instabilité du Rwanda. Mais ce qui est vrai, c'est que les Congolais vont continuer, ou nous, Congolais, nous allons continuer à nous battre pour que le Rwanda comprenne qu'ils n'ont aucun droit sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Alors, maître, je veux dire, président, vous êtes président d'une grande structure, une grande ONG de la place. Dans la charte de l'article 4 de l'EAC, il est dit « La communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions que l'EAC veut traiter, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire et souhaitable pour exercer ces fonctions. » Quelque part, il est dit aussi que l'organisation régionale a aussi la possibilité d'acquérir des terres pour exercer quelques autres fonctions. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces attributions se circonscrivent dans le cadre de l'indépendance des États, mais aussi de la souveraineté des États. Quand on parle notamment d'acquérir, ça veut dire que l'EAC va pouvoir respecter les procédures qui sont prévues par les pays où elle voudrait acheter des terrains. Ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut toujours vous mettre en tête que une institution comme celle-là est animée par des hommes qui ont un corps, qui ont une âme, qui ont un esprit et qui ont du sang, qui peuvent être liés par des affinités autres que les affinités de la mise ensemble des efforts. Et c'est ce qui est en train de se faire voir, que cette communauté, cette institution est utilisée dans l'intérêt du Rwanda. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi vous dites que c'est dans l'intérêt du Rwanda? Non, mais, alors que le Rwanda n'a adhéré qu'il y a quelques années. Oui, mais le Rwanda peut avoir adhéré il y a quelques années, mais Paul Kagame a une influence importante dans la sous-région, auprès des autres États. Je vous ai donné seulement un exemple. Avez-vous déjà lu ou entendu une déclaration de l'EAC qui condamne de manière ferme la présence du Rwanda au Congo? Si vous l'avez, vous la donnez, on va la discuter. Elle n'existe pas. C'est quelle manière de régler la question? Deuxième chose, comment les éléments de l'armée rwandaise se sont-elles retrouvées dans les troupes de l'EAC? Par quelle magie? Parce que notre pays était opposé à la présence des éléments du Rwanda. Donc, ils ont fait fi
de la volonté de la République démocratique du Congo pour nous surprendre. Comment les militaires d'un pays agresseur peuvent-ils venir pour instaurer la paix dans les pays agressés? Heureusement que notre gouvernement a été ferme sur la question et moi j'ai aimé le fait que ces gens aient été expulsés du territoire de la République démocratique du Congo. Troisième fait qui démontre que cette institution fonctionne au profit du Rwanda, c'est le fait que ces troupes sont au Congo avec un mandat de désarmer les M23. De désarmer les M23, et un certain nombre de délais leur ont été donnés, mais au lieu de respecter le mandat qui les amène au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils privilégient la diplomatie. Et entre-temps, le M23 est en train de renforcer sa présence au Congo. C'est inadmissible. Les mouvements dans la démobilisation des armements, il n'y a pas que le M23, il y a aussi les FDLR, les Red Tabara et tous les autres groupes armés étrangers, notamment l'ADF. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas... Ils ne prennent pas position, comme vous l'avez dit, du Rwanda, en parlant des armements des FDLR, dont nous savons déjà que ces FDLR n'existent presque plus. Vous savez que sous le président Kabila, l'armée rwandaise était au Congo pour venir exterminer les FDLR. Sous le président Kabila? Oui. Vous le savez? Les Rwandais étaient ici, au Congo. Donc, ils avaient laissé une partie, c'est ça. Est-ce que les FDLR, vous les entendez encore faire des déclarations? Donc, ce que nous savons, c'est que le Rwanda utilise la stratégie du mensonge. Du mensonge pour justifier ses agressions au Congo. Maintenant, la question que nous devons nous poser, à ce jour ici, est-ce que les FDLR sont localisés dans les localités occupées par les M23? Si le Rwanda reconnaît que les membres du M23 sont des Congolais, pourquoi le président Kagame dit-il, parce qu'ils sont d'origine rwandophone, lui, il doit venir faire leur sécurité au Congo? C'est inimaginable. Soit ce sont des Rwandais, et il les prend, il les retourne au Rwanda, soit ce sont des Congolais, il laisse le gouvernement de la République démocratique du Congo en finir avec les M23. Bon, ces émissions dans les affaires du Congo, où il va même à se donner le droit de dire que partout où la sécurité du Rwanda est menacée, le Rwanda a le droit d'y aller. Et donc d'aller en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'à notre point de vue, nous disons et nous répétons encore que l'adhésion du Congo à l'EAC, c'est en fait la remise du pays entre les mains de ses ennemis. Alors, président, vous avez vécu, vous avez vu comment le président Kabila a géré cette situation pendant plus de 18 ans. Vous voyez maintenant comment le président Tshisekedi est en train de gérer la même situation. Entre les deux, qui gère bien et qui avait géré mal? Je pense que le président Tshisekedi a pris un certain nombre de décisions préjudiciables pour le Congo, mais à la différence du président Kabila, le président Kabila a noyé le pays dans tous les groupes rebelles qu'on connaît. Je vous ai parlé ici de l'accord que le ministre de la coopération régionale à l'époque, M. Raymond Tshibanda, avait signé. C'est ce genre d'accord qui permettent à un pays étranger de pouvoir gérer ou s'immiscer dans les services des renseignements et de sécurité de notre pays sont des accords graves. N'oubliez pas aussi que les mixages et les brassages qui ont permis au Rwanda de faire infiltrer l'armée et la police du Congo sont arrivés sous le président Kabila. Aujourd'hui, le président Tshisekedi et notre Assemblée nationale ont pris la décision de ne pas
faire entrer milices. les milices, les groupes rebelles dans l'armée ou dans la police congolaise. C'est courageux. À un moment donné, l'opposition congolaise qualifiait le président Kabila de mal congolais. C'est celui qui serait un complice dans ce qui s'est passé dans l'Est de la RDC. Mais est-ce que c'était une déclaration fondée? Non, mais on ne peut pas parler des complices. Nous ne faisons que analyser les faits qui sont arrivés sous le régime du président Kabila. Si nous disons des faits qui ne sont pas vrais, nos contradicteurs ne peuvent que venir s'asseoir où je suis et dire, monsieur, ce que vous avez dit n'est pas vrai. Et donc, quand vous êtes président d'un pays, vous devez travailler pour l'intérêt de ce pays-là. Mais si on constate que les décisions qui sont prises par un président sont de nature à mettre notre pays en difficulté, nous avons le droit en tant que citoyens de les dénoncer. Autant nous avions dénoncé certains accords signés sur le président Kabila, autant nous les dénonçons encore aujourd'hui sur ce que le président Tshisekedi a fait. Nous savons qu'au début, nous n'avions pas, nous, personnellement, moi et lui, des approches, les mêmes approches quant à ce qui concerne la situation à l'est du pays. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions, beaucoup d'approches, d'attitudes de la part du président Tshisekedi que nous dénoncions. Et nous faisions l'alerte à l'époque en disant « Attention, vous allez dans une mauvaise direction ». Et l'attitude du président Kagame après a démontré que nous avions raison. Dieu merci, on dit toujours que commettre l'erreur, c'est possible, mais persévérer dans l'erreur, ça c'est le propre du diable. Heureusement que le président Tshisekedi et son gouvernement se sont ressaisis pour prendre l'attitude qu'ils ont aujourd'hui, l'attitude qui montre qu'il y a un gouvernement qui s'affirme, qui assure le rôle qu'il doit pouvoir assurer. Et vous voyez que malgré, comme je le disais déjà, la traîtrise, l'infiltration de l'armée est en train d'être restaurée. L'armée est en train d'être forgée. Et on va y arriver. J'ai personnellement la foi que l'armée de la République démocratique du Congo finira par prendre les dessus sur les M23, sur tous les groupes rebelles qui travaillent contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Si on n'arrive pas à résoudre cette question avant 2023, avant la fin de l'année, qu'est-ce qui va-t-il se passer sur le plan électoral? Bon, il n'y a pas de nouvelles choses. Vous allez vous rappeler que même à l'époque de l'ancien président Nanga de la CENI, il y avait des localités qui étaient sous occupation des groupes rebelles. Oui. Mais le président Nanga avait usé de sa diplomatie pour convaincre ces groupes rebelles pour que les citoyens habitant ces territoires-là soient enrôlés et que les élections aient lieu, même dans ces territoires qui étaient occupés par des groupes rebelles nationaux ou internationaux. Donc, ça dépend de comment le président Denis Kadima va pouvoir approcher cette question. Quelles sont les connexions qu'il a? Parce que n'oubliez pas que le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, avait dit aux députés quitter les groupes armés. Oui. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui ont des connexions, qui ont des connexions avec certains responsables politiques ici. Et ces territoires-là voudraient avoir des députés après les élections de 2023. Donc, ça dépend aujourd'hui de l'approche que le président Kadima va pouvoir mettre en place. Aujourd'hui, nous avons l'enrôlement, l'identification et l'enrôlement qui vont commencer à l'est du pays. On verra comment ça va se passer. Alors, maître, vous pensez aussi que cette question d'insécurité peut être à la base du glissement ou du report des élections? Non, je pense que le président Tshisekedi, le gouvernement et la CENI doivent tout faire pour que le pays ait des élections partout. Cette année. Et cette année. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le président Tshisekedi jouit de la légalité et de la légitimité.
Voyez-vous? Et pendant cette période, nous avons autant de problèmes. Maintenant, imaginez-vous que nous puissions nous retrouver dans la situation où, en décembre 2023, il n'y a pas eu élection, et que c'est le président Tshisekedi qui va continuer, mais tout le monde va protester pour dire vous n'êtes plus légitime et que vous n'avez plus le droit de parler au nom de tous les peuples congolais. Même si les gens vont utiliser, je crois c'est l'article 70 ou 75, où on dit que le président en fonction reste en place jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Oui. C'est vrai que c'est une disposition constitutionnelle, mais il faut qu'il y ait des raisons évidentes pour lesquelles les élections ne vont pas être organisées. Ça veut dire en d'autres termes que nous allons nous retrouver dans la situation où le président Kabila était en 2016. C'est une question de vie ou de mort. Oui, où les gens vont dire, messieurs, nous allons faire un gouvernement d'union nationale. Vous allez leur refuser ces droits. On entend encore les concepts de genre transition sans... Oui, mais on va y revenir. Transition sans Tshisekedi, comme on avait demandé la transition sans Kabila. Voyez-vous, les gens vont encore brandir l'article 64. Et les groupes comme les F23 trouveront des justifications pour dire que le président Tshisekedi n'est plus un président légitime, même s'il a la légalité. Et donc, nous sommes dans le droit de les déloger en fonction de l'article 64. Je pense que tout le monde... Malgré les scepticismes de plusieurs ONG internationales et même de certains politiques, certains analystes indépendants, malgré les scepticismes qu'on a élections cette année, donc nous devons absolument avoir des élections. Tout dépend de nous, mais nous devons être respectueux des principes constitutionnels, des principes qui forgent notre démocratie. Moi, je ne voudrais pas. Vous savez, chaque fois quand je pense à la situation de 2015, 2016, oui. 2017, oui. Avant d'arriver aux élections, on a tué énormément les gens dans ce pays. Hein? On a tué énormément des gens dans cette ville de Kinshasa. Ce sont des scènes qu'il faut éviter par tous les moyens. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir organiser les élections en 2023 pour que ce ne soit pas des élections pour la forme, mais des vraies élections où tous les Congolais peuvent participer, ceux qui remplissent évidemment les conditions pour être électeurs, puissent y participer et que la voix de tout un chacun soit respectée. Parlons toujours, restons toujours sur le chapitre électoral, l'élection. La question de Moïse Katumbi, on l'a vécu en 2018, mais le candidat Katumbi déclaré n'a pas pris part. Certains pensent que ça risque de se reproduire. Est-ce que vous avez cette impression-là? D'abord, il faut dire que c'est une question qui soulève beaucoup de passions. C'est ça. Et il n'y a plus vraiment moyen de débattre de cette question de manière objective. Quel que soit le point de vue que je peux donner, on dira certainement, il dit ça parce que il est de tel coin, on dira, il dit ça parce que c'est le frère de tel, c'est l'ami de tel. Mais il y a quand même des vraies questions qu'il faut se poser. Il faut dire aussi que nos autorités n'ont pas traité depuis bien longtemps, pas seulement pour ce qui concerne Katumbi, mais aussi les autres qui peuvent se retrouver dans la même situation que lui, de manière sérieuse. Vous voyez que dans notre pays, nous avons des ministres, nous avons des autorités qui ont la double nationalité pendant que la Constitution l'interdit. Mais c'est là que ça démontre que nous ne sommes pas sérieux. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de respecter les principes constitutionnels qui sont posés dans notre Constitution, et qu'un président de la République nomme un monsieur qu'il connaît avoir la nationalité belge ou française ou américaine, ça interroge sur la qualité
de nos dirigeants et la capacité qu'ils ont de pouvoir faire respecter les principes constitutionnels. Donc, c'est clair pour moi que c'est une question que j'évite à dessein d'aborder pour que je ne sois pas catégorisé. Mais je crois que ce sont des questions qui interrogent. Et pour moi, les interrogations sont tout à fait simples. Oui. Si on dit que je ne parle pas de M. Katumbi, je dis tout simplement si on dit que tel a un parent congolais et un parent étranger. Oui. Nous ne pouvons que nous référer à la loi qui régissait cette situation-là quand la personne est née. C'est aussi simple que ça. Quels ont été les principes constitutionnels concernant la nationalité à cette époque-là? Si nous y allons, on va trouver des solutions. Mais les gens ne veulent pas un débat objectif. Les gens sont des passions. Oui, maintenant, comme nous avons quitté les principes qui régissent la nationalité, Ouais. et que certaines personnes ont eu de droits acquis, parce qu'on a commis des erreurs, et qu'on a accepté des personnes qui ne pouvaient pas être des Congolais, comme des Congolais, nous devons aussi accepter nos erreurs et aller de l'avant. Et nous dire, ça, on ne fera plus. Plus jamais. Il faut que ça commence quelque part où on dit, on ne fera plus ça, ce qui est passé, c'est passé, les erreurs que nous avons commises, nous les endossons, mais nous regardons de l'avant pour qu'on ne fasse pas la même chose. C'est pour ça que, personnellement, je dis tout simplement que c'est une question qui suscite trop de débats, tout simplement parce que les gens, vous savez, dans notre pays, les gens sont trop attachés aux individus. Et pas aux idées, Pas aux idées, aux individus. aux individus. Il y a des gens qui sont derrière le président Félix sans avoir la raison d'être derrière lui. Il y a des gens qui sont derrière Katumbi, il y a des gens qui sont derrière Martin Fayoulou ou d'autres. Juste quand vous citez seulement le nom de leur leader, même sans avoir entendu vous les dire quoi, Oui. ils peuvent vous faire la bagarre. Voyez-vous? Donc on doit dépasser ce niveau d'être attaché aux individus. Et il y a trop de, comment je dirais, trop de dissensions autour des individus. C'est pour ça que moi, je ne suis ni avec X, ni avec Y. Je suis moi-même et c'est le Congo qui compte pour moi. Merci beaucoup, maître. Mais on va finir par une question assez simple. Le pape a demandé, le pape dans son discours, il a normalement demandé aussi qu'il y ait des élections crédibles, apaisées. Est-ce que, pensez-vous que nous pouvons les avoir au Congo? Oui, nous pouvons les avoir. C'est une question de volonté. Volonté politique. Bien sûr. Politique. Oui. Est-ce que les conditions sont favorables aujourd'hui ou défavorables? Les élections sont une obligation. Ou vous voulez la démocratie, ou vous ne la voulez pas. C'est tout. Mais des bonnes élections, quand même. Pas élections, oui. Non, nous devons avoir des autorités dans notre pays qui veulent avancer la démocratie, l'état de droit. Pas avoir des autorités qui veulent avoir le pouvoir. Et je crois personnellement que le mandat de l'UDPS aurait été celui d'instituer la vraie démocratie pendant le temps de leur règne sur ce pays. Pour qu'enfin qu'on dise, au moins ils sont passés au pouvoir, ils avaient ces discours, aujourd'hui le Congo est sur le rail. Et ça nécessite des patriotes, des gens qui peuvent perdre le pouvoir, mais au moins avoir fait les choses de manière telle que le peuple le veut, de manière telle que la Constitution le veut. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que nous avons ces hommes politiques, ces femmes politiques capables de perdre le pouvoir pour que triomphe la démocratie, triomphe l'état de droit? C'est pas le cas. Au vu de ce que nous voyons, au vu de ce que nous entendons. Quand vous avez des hommes et des femmes attachés à l'argent, au niveau où nous les Congolais nous en sommes arrivés, qui pensent que le seul moyen pour accéder à l'argent, c'est d'avoir des responsabilités politiques. Voyez-vous? Des hommes qui pensent que le pouvoir doit servir principalement à s'enrichir soi-même. Quand je parle, je ne dis pas seulement ceux qui sont
au pouvoir. Je vois toute la classe politique. Oui. Non, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, nous devons absolument avoir des élections parce que la démocratie doit évoluer au Congo. En fait, j'insiste pour qu'on aille aux élections pour ne pas mettre le pays en danger. Parce qu'aujourd'hui, les gens se soumettent, notre peuple se soumet aux autorités actuelles parce qu'on estime que quelque part, il y a eu quand même élection, bonne ou mauvaise. Et qu'à un moment donné, il fallait tourner la page et aller de l'avant. Voyez-vous? Oui. Mais maintenant, si les mêmes autorités se retrouvent en décembre 2023 sans organiser les élections et tout en étant au pouvoir, ceux qui vont les contester auront pertinemment raison de le faire. Si nous l'avons fait pour le président Kabila, nous avons réclamé la transition sans Kabila. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui que c'est le président Tshisekedi est au pouvoir? Pourquoi on ne demanderait pas, si en 2023, les élections ne sont pas organisées en décembre, que nous ayons une transition sans président Tshisekedi? Ça ferait mal à qui? Nous l'avons demandé sous Kabila. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Donc, moi, je considère personnellement que c'est dans l'intérêt du président Tshisekedi, du gouvernement et de tout notre peuple de pouvoir fournir des efforts, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous puissions avoir des bonnes élections et que nous ayons un autre président ou le même président en janvier 2024. Si c'est à l'issue d'une élection telle que le pape l'a demandé, que le président Tshisekedi est reconduit, nous allons acclamer. Mais si c'est à l'issue d'une bonne élection que quelqu'un d'autre est élu à la place du président Tshisekedi, nous allons aussi acclamer. Mais ce que nous voulons est que les choses se passent dans l'intérêt du Congo et surtout pour cette élection de 2023, qu'il n'y ait pas de morts. Les Congolais ont été beaucoup tués, assassinés pour les élections. Si nous pouvons faire ça, je pense que ça va être une grande avancée. Merci beaucoup, Jean-Claude Katende. Vous êtes président de l'Azado. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, l'Azado demande des élections en 2023. C'est d'une très grande importance que nos élections en 2023. Ils sont aussi contre, l'Azado et son président sont aussi contre le fait que la RDC ait adhéré à l'IAC. C'était un piège, comme vous l'avez si bien dit. Merci donc de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. On se retrouve donc prochainement autour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. Merci.